Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Un petit tour à Londres ce matin et surtout un petit tour en bateau parce qu'Uber se lance un nouveau défi sur la Tamise cette fois. La start-up a déjà fait parler d'elle la semaine dernière, ne cachant pas ses ambitions sur le marché de la livraison de repas à domicile et avalant un des leaders américains dans le domaine, Postmates. Cette fois, nouvelle idée, cap sur les bateaux puisque Uber va acheter une licence auprès de Thames Clippers pour faire naviguer 20 bateaux en plein Londres. Un service évidemment baptisé Uber Boats que londoniens ou touristes du monde entier pourront réserver via l'application. Ce n'est pas un coup de communication, cette bascule est vitale pour Uber qui n'a plus de licence pour exercer en tant que VTC à Londres depuis quelques mois. L'entreprise ne vérifierait pas suffisamment les antécédents de ses chauffeurs. Merci beaucoup à Clarisse Coumeau qui a illustré mon propos ce matin. Trois entrepreneurs et un incubateur ce matin pour rester curieux. On parlera santé auditive avec le leader du marché, Audica. Vous saurez tout de la dernière marque de PC française, Thomson Computing, puisque son PDG, Stéphane Français, est sur ce plateau. Et puis on explorera le monde des données et de la RGPD avec la start-up Data Legal Drive. Smart-up, c'est parti. Et on commence tout de suite avec vous, Olivia, pour les 4 chiffres du jour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Et on commence avec le chiffre 1. C'est le nombre de distributeurs de billets présents dans une ville de 8000 personnes, la ville géorgienne d'Ampthill en Angleterre. Cette ville a des siècles d'histoire, un marché connu et vieux de 800 ans, plusieurs magasins. Mais ce qu'elle n'a plus, c'est une agence bancaire. Résultat, les 8000 habitants sont régulièrement à court d'espèces. Heureusement, la ville a été désignée comme l'un des 8 sites à travers le Royaume-Uni qui participera au Community Access to Cash Pilot, un programme qui va tester de nouveaux distributeurs automatiques et des centres de dépôt en espèces pour les commerçants. Et on poursuit avec un autre chiffre. Vivre à l'étranger peut coûter cher, c'est ce que vous nous dites. Oui, Capucine est dans le top 10 des villes les plus chères pour les expatriés. 6 sont asiatiques. Heureusement, Paris, capitale française, est loin derrière dans le classement. Elle arrive en 50e position selon l'agence Mercer. Ce cabinet de conseil en ressources humaines, présent dans plus de 130 pays à travers le monde, a comparé les prix de 200 biens et services, le logement, les transports, la nourriture, les vêtements et les loisirs pour établir un classement des 209 villes les plus onéreuses pour les travailleurs étrangers. Et en tête de ce classement, on retrouve la ville de Hong Kong en Chine et celle d'Ashgabat au Turkménistan. On poursuit parce qu'aujourd'hui doivent commencer les auditions des candidats en lice pour la direction de l'OMC. Et ils sont au nombre de 8, un Mexicain, un Égyptien, une Nigériane, un Moldave, une Sud-Coréenne, une Kenyane, un Britannique et un Saoudien. Devant l'ensemble du Conseil général de l'OMC, chacun devra présenter ses priorités et sa vision de l'avenir de l'organisation. Il revient au Conseil général d'aboutir à un consensus des pays membres pour désigner le gagnant. Et puis aujourd'hui, une journée spéciale pour les fashion victimes ou non, Olivia? Et oui ou non, Capucine, nous sommes le 15 juillet et ce matin dans toute la France, c'est le début des soldes d'été. Initialement prévues le 24 juin, elles ont été reportées, comme Bruno Le Maire l'a annoncé, pour soutenir les plus petits commerçants dont la saison a été entachée par le confinement. Et selon une étude real-time menée pour YouGov, 64% des Français les attendent de pied ferme. Mais à quoi s'attendre? Eh bien, dans ce contexte de crise sanitaire, les incertitudes demeurent. L'affluence en magasin va-t-elle compromettre les mesures de distanciation? Les réductions vont-elles être les mêmes après cette saison particulière? D'autant plus que les stocks dormants du printemps-été 2020 s'amassent. Alors qu'on a 4 semaines pour avoir des réponses, puisqu'elles se termineront le mardi 11 août 2020 à minuit. Merci pour cet agenda, Olivia. On vous retrouve demain matin. Tout de suite, on enchaîne avec Smart Leader avec Michael Tonard d'Audica. Bonjour et bienvenue Michael Tonard. Vous êtes le patron d'Audica. Audica, c'est une saga familiale qui a été créée en 1977. Audica, leader de la santé auditive en France, 600 points de vente à peu près, 1200 collaborateurs. Depuis un peu plus d'un an, depuis 18 mois, vous avez repris les rênes de cette entreprise familiale. Vous poursuivez un petit peu le chemin qui est tracé par vos aînés. Vous avez la pression ou il y a une forme d'excitation ou de pression ? Ah non, bonjour, mais surtout, il y a plutôt une excitation, effectivement, parce que c'est une entreprise, comme vous l'avez dit, fondée par mon oncle et mon père il y a 40 ans.
À vrai dire, moi, je me destinais à plutôt faire de la finance au départ. Et quand j'ai rejoint l'entreprise familiale, ça a été une vraie volonté au début. Donc, j'ai commencé sur le terrain. Et j'ai commencé à faire et j'ai fait un peu de tout après, du marketing, de la finance. Et j'avoue que c'est devenu passionnant en réalité de continuer dans cette entreprise et d'évoluer parce qu'on fait un métier absolument fantastique. Alors la santé auditive, c'est un marché qui est en pleine ébullition, qui est en pleine croissance, puisqu'il épouse celui de la silver economy. Comment est-ce qu'il se porte ce marché ? C'est un marché qui se porte très bien. C'est une évolution de 5 à 7% de croissance par an. C'est un marché forcément en croissance puisque derrière c'est le baby boom ou le papy boom en fonction de comment on le voit. Sûr. Et puis il y a surtout une prise de conscience que prendre soin de sa santé auditive, c'est prendre soin de sa santé en général. Et c'est quelque chose qui grossit et donc le marché forcément est de plus en plus connu. Ça veut dire que vous recrutez vos clients un peu plus tôt ? On recrute nos clients un peu plus tôt, ils vivent un peu plus longtemps et ils ont envie de profiter de la vie au maximum. Donc notre credo, c'est aider le plus grand nombre à entendre mieux et surtout changer leur vie. Combien d'appareils est-ce que vous vendez par an ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre chiffre d'affaires ? Grosso modo, on équipe 50 000 clients par an. Notre chiffre d'affaires, il est de plus de 100 millions d'euros. En tout cas, jusqu'à maintenant, voilà les chiffres sur lesquels j'ai le droit de vous communiquer jusqu'à aujourd'hui. Alors, en début d'année, vous êtes rapproché d'un autre acteur qui s'appelle Audilab. Pourquoi cette consolidation du marché ? Est-ce qu'elle était nécessaire ? Alors, Audilab, en fait, on était concurrents depuis toujours et ils ont été rachetés par le même actionnaire que le nôtre. Donc on n'a pas fusionné nos équipes, on a deux business models complètement différents. Mais vous faites partie du même groupe. Mais maintenant on fait partie du même groupe, donc ce sont nos cousins avec qui on a des relations totalement cordiales et surtout avec qui on peut travailler en commun pour faire évoluer le marché. Est-ce que du coup vous gagnez, alors évoluer le marché dans quel sens ? Est-ce que vous gagnez en efficacité, en productivité ? Est-ce que vous pouvez tirer un peu sur vos coûts ? C'est surtout au niveau de la fabrication, c'est-à-dire notre actionnaire qui, lui, étant fabricant des auditives, a une plus grande part de marché au niveau de la France. Mais d'un point de vue purement synergie entre eux et nous, aujourd'hui, on est complètement indépendants. Donc le groupe Demant, c'est un groupe danois qui vous a racheté, vous, en 2015. Quelle part de marché est-ce qu'il a au niveau mondial ? Et justement, sur la France, qu'est-ce que ça représente ? Demant, c'est un des leaders mondiaux de la santé auditive. Il y a, on va dire, et précisément les chiffres, je ne peux pas vous dire, mais soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3, mais au final, il y a 5-6 gros fabricants dans le monde. Il fait partie du top 3, voire même peut-être le numéro 2 ou le numéro 1. Et concrètement, Demant, c'est des marques qui s'appellent comme Oticon. C'est pas forcément connu et c'est pour ça que nous, on a porté cette marque et on porte cette marque notamment avec la marque Audica. Mais alors, Audilab, Audica, ça représente quelle part de marché en France ? Ça doit faire aux alentours de 10 à 15% de part de marché. Ce qui est intéressant, c'est que ce marché de l'audition, il est bousculé par la pression des opticiens depuis plusieurs années. Et c'est cette concurrence des opticiens qui est de plus en plus importante. Comment est-ce que vous la vivez ? Comment est-ce que vous y répondez ? En fait, la concurrence des opticiens, c'est plutôt quelque chose de positif pour le marché, dans la mesure où notre marché a été pendant longtemps porté par Audica qui communiquait à la télé. Audica qui a essayé de faire connaître ce marché auprès du grand public pour aider les gens, encore une fois, à entendre mieux. Maintenant que les opticiens également s'y intéressent, c'est vraiment quelque chose de positif parce qu'ils communiquent eux aussi, ils apportent un nouvel angle de vue sur ce que peut être les problèmes d'audition, ce que sont les aides auditives. Donc c'est plutôt on n'est plus tout seul, on va dire, à communiquer. Alors on peut voir les choses de façon aussi positive que vous le faites, mais ils viennent quand même vous grignoter des parts de marché. Mais encore une fois, ils viennent vous challenger. Oui, tout à fait. Et le marché, il n'est pas le marché, comme on s'est dit, il croît tous les ans. Et c'est un marché qui, de plus en plus, qui est en forte croissance. Donc, honnêtement, il y a de la place pour tout le monde. Le taux d'équipement n'est que de 40% sur la population qui pourrait être équipée. Donc, on a largement de la place pour tous les acteurs aujourd'hui. Alors, les opticiens, justement, ils sont très forts en innovation. On a vu Optical Center, qui était là sur ce plateau il y a quelques jours, qui va à la rencontre de ses clients avec des véhicules mobiles. Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez ? Nous, concrètement, on croit surtout à la proximité. Donc, on a aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, près de 600 centres.
être au plus proche de nos clients et à proximité, c'est quelque chose de très important. Par exemple, ce qu'on fait pour sensibiliser les gens, nous avons une campagne qui s'appelle la campagne pour une meilleure audition, où là aussi c'est un camion qui tourne au travers de la France avec les mairies, et on leur propose en fait de faire des campagnes de dépistage au sein des villes pour faire prendre conscience de la nécessité de faire dépister son audition régulièrement. Si je vous demande à vous la dernière fois que vous l'avez fait, je pense que vous allez me dire que ça... Ah ben je ne l'ai jamais fait. Voilà. Alors, ce concurrent, il a 50 véhicules mobiles qui vont à la rencontre des gens. Est-ce que vous pourriez en avoir plus que ce que vous mettez en place aujourd'hui? Tout à fait, aujourd'hui. Quel type d'innovation en termes de distribution est-ce que vous prévoyez dans les années qui viennent? Ce qu'il faut savoir, c'est que notre marché est quand même très réglementé. Pour faire la vente d'aide auditive, ça doit se faire dans un local avec des normes, avec des agréé par la sécurité sociale. Donc concrètement, on est obligé de respecter un certain nombre de critères pour pouvoir faire un appareillage. Et le deuxième, c'est que et à contrario, rien n'empêche de pouvoir imaginer des développements, comme on l'a vu pendant le confinement, des développements sur notre marché avec de la télé, des télésoins, de la télé-audiologie. Alors qu'est-ce que c'est le télésoin? On y arrive. Comment est-ce que vous avez vécu le confinement? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement pour une entreprise comme la vôtre? Pour Audica, le confinement, ça a été du jour au lendemain. On a fermé 600 magasins, une décision difficile à prendre, parce qu'on a été guidé par 3 principes. Sécurité de nos collaborateurs et sécurité des clients, qui ont tous, pour la grande majorité, plus de 65 ans. Donc ça a été les premiers à qui on a dit ne sortez plus. Sécurité de nos clients, mais aussi comment servir nos clients, comment continuer à leur apporter un service. Et troisième principe, assurer la pérennité de l'entreprise. Donc avec ces 3 principes-là, on a dit on ferme les magasins, nous mettons nos collaborateurs en sécurité, on met les collaborateurs en activité partielle pour garantir la pérennité de l'entreprise. Et là, on s'est dit, il faut quand même qu'on continue à servir nos clients. Notre activité est à 90-99% en physique. Donc, on a mis en place, on va dire, une batterie de services pour pouvoir permettre à nos équipes de prendre en charge les clients à distance. Du coup, la solution d'urgence pendant ces 2 mois, ça a été quoi? Alors, on a mis en place d'abord un centre de relations clients pour que nos clients puissent nous contacter. Ça, c'était la base. Au niveau de ce centre de relations clients, on a créé une prise en charge et des services de prise en charge à distance, soit en visio, soit avec des services, soit avec des tutos, soit avec, encore une fois, par exemple, des renvois vers notre site de vente en ligne qui s'occupait de vendre des consommables. Mais ça, clairement, c'était rentable ou pas? C'est rentable. Oui, c'est rentable. Ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Parce que vos clients n'étaient pas habitués à avoir recours à ce genre de dispositif. Le site de vente en ligne a explosé ses ventes. Et donc, si la vente en ligne a explosé, est-ce que vous allez poursuivre dans ce sens? Mais la vente en ligne continue, ça marche très bien. Les clients commencent à s'habituer. Et surtout, ce qui nous a permis de nous rendre compte, c'est que les clients étaient prêts à utiliser ce genre de service. Ça ne veut pas dire que tous les clients veulent le faire, mais on a une partie de nos clients à qui on n'avait pas forcément imaginé qu'ils auraient envie d'accéder à ce genre de service. Et eux-mêmes nous ont fait part de « c'est génial ce que vous avez fait ». On attendait vraiment d'avoir des services comme ça et des services innovants pour pouvoir... Donc vous avez réussi à basculer votre modèle sur Internet, ce qui n'est pas le cas des opticiens qui n'ont rien réussi à vendre pendant le confinement sur Internet. Si vous me le dites. Oui, c'est ce qu'ils disent en tout cas. D'accord. Donc vous n'avez pas du tout eu le... Mais sur Internet, on a vendu surtout des consommables, des piles et des produits d'entretien. On était surtout concentrés là-dessus. Un mot de l'innovation technologique, qui est quand même la pierre angulaire de votre croissance. Comment est-ce que vous la travaillez pour avoir toujours un temps d'avance? L'innovation, elle est surtout en recherche et développement sur les produits. Par exemple, une des innovations qu'on a, c'est les appareils invisibles qu'on met dans l'oreille. Donc si vous voulez, je peux vous en montrer un, j'en ai un ici. Quand vous voyez la taille de genre de produit, c'est complètement tout petit. Si je me le mets dans l'oreille, je vais mettre... La course à la miniaturisation, c'est un enjeu pour vous? C'est un enjeu. Et l'autre enjeu aussi, là par exemple, je vais le mettre dans l'oreille, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez qu'il est complètement... Non, on ne voit rien, oui. Ça, c'est un enjeu. La course à la miniaturisation, à la connectivité. Là, aujourd'hui, l'appareil peut se connecter avec mon téléphone. Je peux appeler directement mes collaborateurs, je peux appeler ma famille, je peux appeler ma femme, je peux appeler mes amis directement depuis mon téléphone, avoir une conversation comme ça. Et mon appareil est là, il peut se connecter à la télé, il peut se connecter à Internet, je peux le guider pour lui donner, on va dire, faire des commandes vocales. Voilà, tout ça, c'est le monde
entre aujourd'hui et demain et après-demain. Donc on est entre la prothèse auditive et un espèce d'oreillette connectée Apple. Ce que j'aime bien dire, c'est en fait, exactement, vous avez mis, j'aime bien dire, avant il y avait des prothèses auditives, aujourd'hui il y a des aides auditives, et on est en train de se diriger vers des assistants auditifs qui vont nous permettre, comme une Apple Watch, de pouvoir faire plein d'autres choses et avoir plein de capteurs et être connecté avec le monde extérieur de la santé. Donc cette innovation auditive, c'est devenu un facteur de rentabilité pour vous? Tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez le chiffrer? Je ne peux pas vous chiffrer ça comme ça, mais je peux vous dire que oui, c'est clair et net. Ça nous permet d'avoir du renouvellement, d'inciter les clients à avoir une bonne, on va dire, une meilleure prise en charge. Plus on va apporter du service, meilleur la satisfaction de nos clients sera bien meilleure. Et clairement, ça fait partie de notre objectif, c'est d'avoir des clients, encore une fois, heureux et satisfaits. Alors, des clients heureux, satisfaits, mais des clients plus jeunes, parce que c'est ça le nerf de la guerre aussi, c'est d'aller les cueillir un peu plus tôt. Si vous faites des prothèses connectées, est-ce que vous pourriez justement rajeunir votre clientèle? C'est ce qu'on est en train de voir petit à petit, c'est-à-dire que les personnes qui s'intéressent à ces produits sont de plus en plus jeunes, en tout cas viennent se renseigner plus tôt, et c'est ce qui motive à communiquer sur ce genre de produits. Dernière question, on a parlé des circuits de distribution, quid des pharmacies? Est-ce que vous travaillez davantage avec elles, notamment depuis le confinement? Avec les pharmaciens, oui, on a travaillé avec eux là, pendant le confinement, justement, comme on cherchait quand même à garder un minimum de proximité avec nos clients, on a fait un partenariat avec Giffard pour mettre à disposition des piles chez eux. Les pharmacies, on travaille aussi pas mal avec eux sur la partie dépistage et sensibilisation des clients. Puisque justement, encore une fois, notre vrai métier, c'est d'abord de sensibiliser et de faire comprendre que l'audition, c'est important. Après, c'est de trouver une solution pour nos clients. Et bien sûr, après, c'est de les suivre dans le temps, quand ils ont besoin de nous. Merci beaucoup, Michael Tonard. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Audica. Merci d'être venu. On enchaîne tout de suite avec notre prochaine séquence Smart Tomorrow. Smart Tomorrow et Smart View tout de suite. Smart Tomorrow avec Amancio Sampaio, consultant en stratégie. Bonjour Amancio. Et Smart View avec Stéphane Francet. Vous êtes donc le patron de Thomson Computing, la dernière marque française et européenne de PC. Extraordinaire, on a hâte de vous entendre. On va d'abord écouter Amancio. Bonjour. Amancio, donc, je rappelle que vous êtes brésilien et donc c'est un pays que vous connaissez comme votre poche. Je voulais nous parler d'une démarche innovante pour le groupe Sodexo au Brésil, justement la livraison des repas à domicile. Est-ce que c'est très répandu là-bas, sur place au Brésil? Écoute, c'est très intéressant, Capucine, de savoir. Je regardais les deux marchés qu'ils ont regardé, les lancements maintenant de cette initiative au niveau pionnier pour faire justement les livraisons à domicile. C'est la France et c'est le Brésil. Les deux marchés, ils sont assez similaires au niveau de ces dimensions et dynamique de croissance. Ça veut dire la dimension, c'est environ 3,3 milliards de dollars aujourd'hui, mais avec une dynamique soutenue de croissance d'environ 20% par année. Et ce que c'est intéressant de mentionner déjà, c'est qu'avec cette dynamique, elle s'est accélérée avec les Covid, parce qu'avec la crise, les confinements, le télétravail, il y a plus de commandes à la maison. Et dans ces cas, la croissance est estimée d'avoir augmenté de 20% à 30%. Ça veut dire que le marché brésilien, cette année, il va se situer à environ 4,5 milliards de dollars. D'accord. Mais est-ce que Sodexo prend un gros risque, selon vous, en allant s'aventurer sur ce marché de la livraison de repas à domicile? Non, je ne les crois pas. Bien le contraire, en fait. J'imagine que c'est une belle initiative de transformation d'entreprise, d'y aller dans un nouveau segment, parce que surtout, il faut y aller où les consommateurs il est, et dans ces cas, à domicile. Bien sûr. Vous diriez que c'est vital, même pour Sodexo, sur place? Déjà, d'abord... Parce qu'il faut quand même exister dans cette période de crise, et surtout de crise du Covid. Voilà, ça c'est très intéressant aussi, parce que ça veut dire déjà, Sodexo, elle a une différenciation, parce qu'elle peut vraiment construire sur ses atouts, au niveau de son savoir-faire, au niveau de la restauration, au niveau des goûts des consommateurs. Ensuite, son infrastructure, parce qu'elle a déjà tous les restaurants prêts, donc il n'y a pas des investissements additionnels à faire. Et pour finir, il y a aussi l'échelle pour faire les achats de produits à un meilleur prix et meilleure qualité. La question, et là je suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui, avec la transformation digitale qu'on est en train de vivre, aucun segment, aucun acteur économique peut s'en passer et rester assis confortablement sous ses lauriers. Là, pour le Brésil, donc, je trouve que l'initiative, elle est virtueuse, mais tout va dépendre de l'exécution. Et là, je m'explique.
La question de l'exécution, ça va être, il ne faut pas prendre une nouvelle initiative dans un nouveau écosystème comme si c'était quelque chose de connu, un modèle économique qu'on travaille seulement dans son optimisation. Là, il faut vraiment les prendre comme une start-up très agile où on va pouvoir en fait travailler et intégrer, tester, intégrer toutes les connaissances au niveau consommateur et aussi au niveau de ce nouveau écosystème. Pour finir, c'est vraiment à propos de vraiment transformer du poids en muscle pour rebondir très loin dans cette nouvelle catégorie. C'est intéressant ce que raconte Amancio. Sodexo qui se développe sur un nouveau marché. Je parlais de beurre au début dans mon édito en disant qu'ils vont maintenant se lancer dans les bateaux à Londres. Je ne sais pas si vous avez entendu. En fait, toutes ces entreprises qui font un peu pivoter leur modèle en sortie de confinement, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est toute l'intelligence en fait des sociétés qui sont obligées de réagir face à une crise incroyable et inédite. Et évidemment, Sodexo montre par cette initiative que la conquête de marché continue malgré la crise. Et c'est assez incroyable effectivement qu'une société qui était plutôt traditionnaliste se mette finalement à rivaliser avec des grandes sociétés internationales qui vont à terme lui prendre son marché si cette société ne réagit pas. Donc c'est une belle initiative. C'est bien de le faire avec la France, avec le Brésil. Je ne sais pas si en fait les Brésiliens sont aussi gourmands que les Français et adhéreront de la même façon, mais je pense que ça devrait bien se passer. Alors Stéphane Français, je rappelle que vous êtes le PDG de Thomson Computing, que vous êtes donc la dernière marque française et européenne de PC. Vous avez créé le groupe Thomson Computing en 2013. C'est bien ça, pour relancer la marque Thomson dans les PC. Quelques chiffres, 2018-2019, vous faites 400 000 ventes. De 2019, un chiffre d'affaires de presque 50 millions d'euros. Et là, en 2020, une croissance effrénée, on peut le dire, de 30% tous les mois depuis début janvier. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le confinement, il est en train de complètement accélérer votre croissance. C'est vrai qu'il y a une belle croissance sur le premier semestre, mais elle a été fortement accélérée au deuxième trimestre. Premier trimestre, il y a une production qui avait complètement chuté pour toutes les marques installées et pour Thomson aussi. Et donc on était en régression et puis tout d'un coup en fait deuxième trimestre là on avait un volant de commande en fait excessivement important. On a fait près de 100% de croissance en fait sur le deuxième trimestre. On finit le semestre 30% de croissance au total dans une période où effectivement il y a beaucoup de sociétés quand même qui ont fortement souffert de cette crise là. Le secret, en fait, il est simple. On avait une équipe hyper dynamique. Vous êtes sur de l'entrée de gamme, je pense, pour que les téléspectateurs Alors, on n'est pas bien. Que sur de l'entrée de gamme. Donc, des ordinateurs qui sont à l'entour de 300 € à peu près. Vous avez raison, on est très fort sur l'entrée de gamme. On n'est pas que là-dessus. On est même en France depuis 3 ans, je pense, quasiment sur tous les trimestres numéro 1 des ventes. Il y a peut-être des trimestres où on ne l'est pas, mais en fait, d'un point de vue général, annuel, on est aux alentours de 25% de part de marché, en fait. Donc, c'est très important. Et puis aussi, on se lance sur le milieu de gamme avec des produits, avec des processeurs Qualcomm, avec des solutions avec la 4G et bientôt la 4G à la 5G, pardon, à l'intérieur des ordinateurs. Donc, non, on veut évoluer aussi vers des montées en gamme. Alors, du coup, je reviens au confinement, qui a été une façon de redistribuer un peu les cartes de l'informatique mondiale, puisque vous avez eu accès à des distributeurs dans certains pays du monde qui étaient à court de produits, c'est ça ? Exactement, il y a une rupture de la production et tout d'un coup, il y a une redistribution des cartes. On s'est tourné vers des nouveaux acteurs qui pouvaient être des solutions en fait complémentaires. Et effectivement, aux États-Unis, on a ouvert nous quasiment tout le monde, en particulier Best Buy, qui est le numéro 1 des ventes d'ordinateurs dans le monde. Et c'est évidemment une très belle performance pour une société française que de vendre des PC aux Américains. C'est un petit peu comme vendre du riz aux Chinois, quoi. C'est très intéressant de voir cette croissance des 100%. Dans les derniers trimestres. Et ce que c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'industries qui ont eu une demande augmentée pendant la crise de Covid, qui ont eu de problèmes avec la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous êtes indépendant de celle-là ou ça vous a posé un peu de problème ? Alors nous, on a plusieurs chaînes de production donc, et plusieurs partenaires d'assemblage. Donc je pense que ça nous a aidés. Donc on va rappeler peut-être où vous produisez. Vous vous appelez Stéphane Français, mais vous produisez tout en Chine. Ah non, alors je produis le logiciel en France. La conception, le design, toute l'équipe commerciale, tout le marketing, voilà, tout ça c'est en France. Et après l'assemblage, comme Apple, comme toutes les marques mondiales, c'est en Chine. Parce que si vous avez des salaires à 500 $ et que de l'autre côté, charger un SMIC c'est 2500, en fait, voilà, soit vous êtes dans le marché, soit vous ne l'êtes pas. Et je ne crois pas en fait qu'au niveau mondial, personne n'a envie de payer 150 € plus cher un produit juste parce qu'il serait produit 100% en France.
Je vous ai coupé, vous étiez en train de... Non, vous vous rappelez pas. C'est quand même un peu paradoxal d'être une entreprise française et d'être sur l'entrée de gamme, non ? Moi, je ne trouve pas que ce soit paradoxal parce qu'il faut bien commencer. Il faut quand même imaginer que les marques installées, il y en a 6 qui se partagent. Alors, un mot du marché. Donc un marché mondial de 156 milliards. Voilà. 6 concurrents, c'est pas si énorme que ça. Ah non, il n'y a pas beaucoup de concurrents en informatique parce qu'il faut être un référent. En fait, vous pouvez par exemple changer votre téléphone en testant quelque chose, en disant tiens, cette marque-là, elle est intéressante, c'est marrant, le design. Vous allez le faire parce que c'est un outil de consultation, le téléphone. Mais l'outil de production, c'est un PC. Et quand vous produisez pour votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, vous n'avez pas envie de ne pas faire confiance à la marque. Et donc, il faut une marque. Thomson est une très grande marque avec un passé en fait informatique très riche. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans ce monde-là face à 6 acteurs. On est un petit peu le 7e acteur et surtout la seule marque européenne vraiment connue dans le monde de l'informatique. Est-ce que vous avez pu mesurer, vous parlez de la marque, de l'importance, de la puissance de cette marque. Thomson, c'est une force de frappe pour vous ? Assez de force de frappe. Bon, alors déjà, moi, historiquement, mon père était chez Thomson, donc je suis né avec la marque Thomson autour de moi. Donc, et je pense que beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, il y a aussi un gros marché sur la télé, on sait en Europe au niveau de la marque Thomson. Mais nous, en informatique, en fait, on s'est développé très vite parce qu'on avait des solutions avec les meilleurs rapports qualité-prix. On avait un système très rapide de production et de livraison, et on avait une avance de technologie parce qu'en fait, on stocke pas des millions de pièces qu'il faudra vendre avant de passer à la nouvelle technologie. Donc on a une longueur d'avance en termes de vitesse, pas qu'on soit les meilleurs, on est juste plus rapide. Et ensuite derrière, on a une très grande marque et une agilité à pouvoir livrer en fait tous les pays. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus cette notion de vitesse ? Ça veut dire quoi ? C'est le renouvellement des nouveaux produits, les lancements, c'est des cycles de vie un peu plus courts ? On a des cycles de vie en fait qui sont. Alors nous, notre stratégie n'est pas axée sur des grosses campagnes marketing très chères, avec des centaines de milliers de personnes dans tous les pays qu'il faut évidemment payer avec des gros salaires et certainement des fois des grosses voitures. Donc on a un schéma en fait de réduction de coûts qui fait qu'on a une grande agilité à sortir la technologie quand elle sort. Grâce à cette agilité, en fait, tous les 3 mois. On regarde ce qui se passe dans l'innovation technologique et on intègre des nouvelles solutions à nos PC. On les propose à la grande distribution, à des enseignes comme Leclerc, comme Carrefour, comme Système U, mais aussi comme la Fnac, comme Darty et évidemment des solutions comme Conforama. Et on leur propose ça, ils nous passent des commandes, on a 3 mois pour livrer, et en général 2 mois pour produire et 1 mois ensuite pour faire soit du bateau, soit de l'avion, en fait, pour rattraper le temps si on est un petit peu en retard sur la chaîne de production. Je reviens à la concurrence. Lenovo, Apple, Acer, Dell, Asus. Donc vous êtes 6. Quelle est votre propre part de marché aujourd'hui et quelle est celle que vous visez ? Alors nous, sur la part de marché naturelle qu'on a depuis 3 ans, sur effectivement les PC à moins de 300 €, c'est 25%. Après, sur le panel français, sur l'ensemble de toutes les gammes, on est aux alentours en fait de 5-6%. Qui est pas mal pour une société qui a repris la marque il y a 6 ans. Et puis, en fait, on vise évidemment des positions. Si on avait 1% aux États-Unis, par exemple, ce serait fabuleux. Voilà, on est très vertueux, c'est-à-dire qu'on travaille sur le bon de commande de nos clients. On est très professionnel. On a un bon de commande, on produit, on livre, on se fait payer. On a un bon de commande, on produit, on livre, on se fait payer. Voilà, donc c'est un schéma assez simple qui nous évite d'avoir trop de stock. Alors, des fois, c'est bien d'avoir du stock, parce que pendant la période Covid, par exemple, on avait presque... un peu moins de 2 millions de dollars de stock aux États-Unis, on a un peu de mal à les vendre. On a claqué des doigts et en fait tout est parti. Il y avait une pénurie sur le premier trimestre. Évidemment, toutes les enseignes ont pris des QVC, des Amazon évidemment, qui se développent fortement avec Thomson. Puis il faut savoir que Thomson, c'est aussi une résonance un peu anglo-saxonne américaine. Donc ça marche bien aux États-Unis aussi pour ça. Un mot du marché français avec le télétravail, du coup, vous parliez de 6% de part de marché. Vous l'avez vraiment fait grimper, votre part de marché, pendant le en vérité, vous savez, le marché de l'informatique, c'est beaucoup au 2e semestre. Donc en fait, tout va jouer là sur le semestre à venir. Tous les ans, c'est à peu près 75% du chiffre d'affaires développé. Alors, c'est très simple. Vous avez Back to School, Back to University, Black Friday, Noël, et vous avez les soldes qu'il faut livrer en décembre, donc les soldes de janvier. Donc en fait, vous avez tout concentré entre le mois d'août et le mois de décembre, avec évidemment une accélération octobre, novembre, décembre, en particulier avec le Black Friday qui est devenu en fait incontournable
en Europe comme aux États-Unis. Mais du coup, là, pendant le confinement, vous avez réussi à draguer, aller chercher, séduire des nouveaux clients qui ne vous connaissaient pas peut-être? Exactement. On a eu aussi, je veux dire, au-delà du confinement et de la période Covid, on a vu un dernier trimestre de l'année dernière qui était extrêmement fort. On a fait même des semaines en France où à moins de 300 €, la dernière semaine de l'année, on faisait 50% de part de marché. C'est jamais arrivé, c'est incroyable. C'est-à-dire, vous imaginez, un PC sur 2 en France à moins de 300 € avait été acheté sous la marque Thomson sur la dernière semaine de l'année. Donc on a profité de ça, on avait un carnet de commandes plein. Les clients qu'on n'a pas pu livrer au premier trimestre n'ont pas annulé, au contraire, nous ont demandé de livrer au deuxième trimestre, au moment où la production reprenait. Et on a cumulé d'autres commandes. On avait à peu près un carnet de commandes qui était 3-4 fois plus important cette année, en début d'année, par rapport à l'année dernière. Mais c'est intéressant là, parce qu'il y a un certain parallèle avec les sujets que j'ai présentés avant. C'est une tendance positive qui s'accélère en fait avec les Covid. Et là, dans ces cas, ce que vous montrez, c'est vraiment les segments de 300 € et moins. Est-ce qu'avec une tendance tellement positive et accélérée, avec l'émergence en fait des populations qui n'avaient pas tellement l'accès avant à l'informatique commence à rentrer, est-ce que ça change aussi l'environnement compétitif? Ça veut dire qu'il y a plus de lancements, de nouveaux entrants, ou vous êtes tranquille là? L'informatique, c'est un peu protégé, comme on l'a dit tout à l'heure. On a envie de faire confiance à une marque en informatique avec des références. Thomson est une marque qui avait commencé l'informatique avant Apple. Donc en fait, c'est un passé extrêmement important, extrêmement séduisant pour tout le monde. Et puis c'est une marque sur lequel vous capitalisez encore aujourd'hui. On a énormément capitalisé. C'est une marque, c'est une marque française par excellence. C'est une marque qui est connue pratiquement dans toutes les familles françaises. Vous trouverez souvent en fait votre oncle, votre tante ou peut-être vos parents, vos arrière-parents, qui en France en fait ont travaillé dans une des sociétés Thomson. Donc c'est un patrimoine français et c'est un patrimoine informatique. Ensuite, il faut le faire vivre avec de la technologie, avec des initiatives, avec des designs, avec des couleurs. Avec des couleurs, avec de la R&D. Nous, par exemple, on a déposé un brevet sur l'ordinateur avec vidéoprojecteur laser intégré. C'est un truc assez fou, mais on l'a fait. C'est pas complètement fini, donc c'est pas encore dans le grand public. Mais on a plein d'initiatives comme ça. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds qui ont commencé à s'intéresser à nous. Donc on commence à avoir une aisance financière qui va nous permettre de faire encore plus. Et quand vous partez à l'étranger, en fait, est-ce que vous pouvez capitaliser ou vous communiquer en fait cet héritage français? On capitalise sur le fait d'abord d'être une société européenne et d'avoir une marque européenne très forte. Ensuite, il y a une consonance dans le mot Thomson qui est une consonance anglo-saxonne. Il y a même aux États-Unis en fait une autre marque qui s'appelle Thomson avec un P qui est extrêmement populaire aux États-Unis. Bon, c'est l'armement, mais je veux dire le nom Thomson est hyper connu. Donc on capitalise. Oui, un peu sur le côté français, mais beaucoup plus sur le côté européen. Avec tout le débat sur la relocalisation, avec un nom comme Thomson, vous parlez de la France, de la France, de la France, vous le martelez depuis tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas le moment de rapatrier un petit peu de votre production? Alors, vous savez, c'est simple, on est une société française, 100% des capitaux sont français, la valeur ajoutée, elle est en France, on exporte, c'est-à-dire que nous, entre les achats et les ventes, vous voyez ce que je veux dire, on est dans le positif, hein, ce n'est pas tout à fait le cas de la France, donc c'est un avantage, il faut cultiver ça. On peut le faire aussi avec effectivement des initiatives. Je dois rencontrer Valérie Pécresse au niveau de l'Île-de-France dans 2 semaines. Donc voilà. On a plein d'initiatives. Il y a le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui m'a donné rendez-vous le 4 septembre. Donc il y a des choses qui vont avancer effectivement pour qu'on puisse peut-être relocaliser. Mais il faut être pragmatique. Je veux dire, on est là pour gagner, on n'est pas là pour perdre. Hein. La France qui perd, c'est terminé. Je veux dire, on a envie de se réveiller. La France, elle a envie d'exister entre les Chinois et les Américains. On a notre place, on a un mot à dire, mais il faut être un peu comme les autres, pragmatique. Si les Américains et toutes les marques informatiques assemblent en Chine, il y a une raison. C'est parce qu'il y a un rapport qualité-prix. On peut aussi relocaliser, mais il faut comprendre qu'il y a des différences entre 500 $ et 2500 € pour un salaire.
On est un peu pris par le temps. Vous y avez une introduction en bourse qui était prévue pour avril dernier. Où est-ce que vous en êtes? On l'a un petit peu décalé, mais ce n'était pas très grave parce qu'on a fait un très très beau premier semestre. Donc, elle était importante, elle est incontournable cette introduction en bourse. Oui, on veut la faire, on veut faire rentrer en fait des investisseurs dans la société. Il y en a déjà qui sont rentrés. On a les obligations convertibles, l'equity aussi est très important. Donc on a retardé cette IPO, mais elle aura lieu bien sûr, et c'est un gros objectif effectivement que de rentrer en fait sur Euronext et d'appartenir encore plus au patrimoine français avec une boîte cotée. On restera là-dessus. Merci beaucoup Stéphane Français. Je rappelle que vous êtes le PDG de Thomson Computing. On marque une petite pause, on se retrouve juste après. Et on poursuit Smart Up avec Sylvain Staub, fondateur et CEO de Data Legal Drive et avocat chez DS Avocats. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et vous, Fabrice Marcella, vous êtes maire du village du Crédit Agricole, un incubateur qui incube une centaine de start-up en plein Paris. On va commencer avec vous. Comment est-ce que ça se passe, un incubateur qui doit gérer une centaine de start-up qui sont à l'arrêt total? Comment est-ce qu'on pilote un incubateur comme ça? Alors, il est vrai qu'à partir du 16 mars, il a fallu fermer les portes du village. Et c'est compliqué pour nous de dire à l'ensemble des entrepreneurs, messieurs, maintenant, vous allez travailler à distance et on ne pourra plus, en tout cas, créer les liens que nous créons au quotidien pour vous permettre d'accélérer votre business. Donc, il a fallu complètement se réinventer. D'une part, il a fallu gérer une forme de sidération. Enfin, elle n'était pas d'ailleurs liée qu'aux entrepreneurs, elle était liée finalement à l'ensemble des Français. Et ça veut dire quoi, gérer cette sidération? Ça veut dire, en tout cas, rassurer, décrypter toutes les mesures de l'État, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Alors, je ne vais pas dire dans la précipitation, mais en tout cas, chaque jour, une nouvelle mesure a été prise. Et donc, il a fallu faire une synthèse, rassurer, permettre aux entrepreneurs de bien maîtriser, de bien comprendre toutes les aides qui étaient mises à leur disposition. Ça, c'est le premier élément. La semaine 2, on était plutôt dans une phase de stabilisation, consolidation. C'est-à-dire comment, finalement, maintenant que cette sidération est passée, on se reconstruit. Et enfin, on a commencé à retravailler sur le business assez incroyable. C'est-à-dire que ces entrepreneurs... Je suis toujours épaté d'ailleurs dans mon quotidien de voir à quel point ils sont agiles, ils savent pivoter et aller chercher finalement des opportunités là où ils ne les avaient jamais imaginées avant. Donc, pivot de modèle. Est-ce que la force de la résilience, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé avec eux? En tout cas, on les a tous appelés pour travailler sur ces sujets-là. C'est comment, finalement, au travers de ce que toi, tu sais faire, tu vas pouvoir rebondir, tu vas pouvoir en tout cas passer ce cap difficile. Mais moi, j'ai vu des boîtes dont leur activité s'est arrêtée dès le 16 mars. Quand on est une boîte qui digitalise la détaxe pour des clients hors zone euro, je peux vous dire qu'à partir du 16 mars, et encore aujourd'hui, il n'y a plus de clients en France qui peuvent en bénéficier. Eh bien, cette boîte, elle a repensé son service pour permettre de le distribuer à distance, en tout cas à des clients hors zone euro qui souhaitent acheter sur des sites de e-commerce français. Donc voilà une capacité de rebond incroyable de cette entreprise qui aujourd'hui finalement a une croissance sur cette nouvelle activité. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ce sont les plus jeunes, les plus anciennes qui ont été les plus agiles? Alors je ne sais pas si on peut faire cette différence-là. En tout cas, celles qui ont été digitales, qui avaient un service digital dont l'acquisition des clients se faisait par le net, naturellement, ce sont celles qui s'en sortent le mieux. Toutes celles qui avaient un produit physique à distribuer, ça a été beaucoup plus compliqué, bien sûr. Et d'ailleurs, pour celles-ci, on a laissé la possibilité pour ces startups d'accéder au village pour pouvoir distribuer depuis le village pour des clients qui venaient chercher leurs produits. Je pense notamment à Vitaline, qui propose des boissons à des clients et qui pouvaient le vendre à distance. Et ensuite, on a eu des startups aussi qui ont été portées par la crise. J'ai une startup qui s'appelle Advitam, qui est une startup qui propose un service de pompe funèbre en ligne. Eh bien, finalement, elle s'est retrouvée croulant sous les demandes. Elle a eu une croissance extrêmement forte. Et surtout, elle était déjà prête, finalement, à vendre ce type de service sur le net. Et d'autres, effectivement, qui ont pivoté, comme celle dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle EasyVat. Est-ce qu'avec l'incertitude économique qu'on a, est-ce que vous avez eu un impact sur les financements de start-up? Il est sûr que celles qui avaient pu lever de l'argent avant la crise étaient en meilleure posture que celles qui étaient encore en cours de levée. Naturellement, il y a eu un ralentissement, un stop, une attention plus importante en tout cas des fonds d'investissement quant aux startups qui se présentaient pour pouvoir finaliser leur levée de fonds. Et puis ensuite,
un grand nombre d'entre elles, à chercher à faire des économies, à faire attention à leur trésor, à essayer de décaler les échéances. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'a pas facturé notre loyer à ces startups. Ça n'avait pas de sens. Est-ce qu'il y a eu un changement de la valorisation de... Il y a eu des tentatives de changement, en tout cas par certains fonds, effectivement, mais il est possible qu'il y en ait eu. En tout cas, je sais qu'il y a eu des demandes dans ce sens. On en vient à vous, Sylvain Staub, aider les entreprises à conserver, à protéger leurs données, tout en étant au passage en conformité avec les impératifs de la RGPD. C'est l'objectif de votre Legal Tech, Data Legal Drive, que vous avez créé il y a 2 ans. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous êtes donc devenu entrepreneur, mais que vous êtes toujours avocat, en fait. Parfaitement. Pourquoi c'est quoi une donnée personnelle et pourquoi cette donnée, elle est aussi importante, que ce soit à titre personnel ou pour les entreprises? La donnée personnelle, c'est tout ce qui permet de vous identifier directement ou indirectement. C'est quasiment tout en réalité. En réalité, il n'y a quasiment pas de données qui ne soient pas personnelles. Il y en a un peu, mais très peu. Il vaut mieux imaginer toutes les données comme personnelles et éventuellement éliminer celles qui sont que techniques ou que statistiques. Tout le reste, c'est personnel. La donnée personnelle, c'est personnel. Et la vie privée, c'est privé. Donc c'est très important. Et c'est très important dans un monde de big data dans lequel on vit et où la plus grande part de l'activité économique passe par la donnée. C'est-à-dire que la donnée génère de l'argent et de l'activité, de plus en plus, c'est exponentiel, et ça ne va pas s'arrêter. Et donc, quand on comprend qu'à la fois c'est extrêmement important parce que c'est personnel, c'est la vie privée, et qu'en même temps c'est très important pour l'économie, pour les entreprises, il faut encadrer ça. Et cet encadrement, il existe, c'est le RGPD, effectivement. C'est pas tout à fait nouveau. Puisque donc le RGPD, c'était 25 mai 2018. Oui. Et donc c'est à partir de ce moment-là que vous avez créé Data Legal Drive. Exactement, exactement. On l'a créé à ce moment-là parce qu'avec le cabinet d'avocats, on accompagnait beaucoup de sociétés en tant qu'experts en données personnelles et en droit de l'IT en général, beaucoup de sociétés sur leur conformité informatique et liberté. Ça ne date pas de 2018, la protection informatique et liberté, la fameuse CNIL et la loi informatique et liberté, c'est 1978. Donc on accompagnait dans un autre cadre nos clients, et quand le RGPD est arrivé, avec tout ce que ça comportait de nouveau et de beaucoup plus complexe, avec des sanctions beaucoup plus lourdes aussi, on s'est aperçu qu'on n'y arriverait jamais avec les outils Excel habituels, et donc on a voulu créer cette plateforme de pilotage de la conformité RGPD. Mais comment est-ce qu'on crée un logiciel quand on est un simple avocat comme vous ? On s'entoure bien. Voilà. Il y a 2 manières, enfin, il faut 2 choses pour créer un logiciel, en plus de l'énergie qu'il faut déployer. C'est savoir ce qu'on veut faire. Et ça, c'est pas de l'informatique, c'est les spécifications. Qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, et quel est le fond du logiciel. Et puis après, il y a l'aspect technique. Moi, j'avais la chance, depuis 25 ans que je faisais du droit des données personnelles, de savoir exactement comment répondre aux besoins d'accompagnement des sociétés. Je ne savais évidemment pas le digitaliser et encore moins en faire un logiciel SaaS hébergé de manière parfaitement sécurisée pour des centaines ou des milliers de clients. Mais là, il s'agit de se faire accompagner sur les aspects techniques et puis bien sûr sur les aspects commerciaux, marketing et tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, quel est le pourcentage d'entreprises en France qui sont en conformité avec la RGPD et quelle est la taille de ce marché aujourd'hui ? Le marché est gigantesque puisque toute entreprise ou quasiment toute entreprise, d'une manière ou d'une autre, doit se mettre en conformité avec le RGPD. Mais elles ne sont pas pressées pour autant. Elles ne sont pas pressées, mais ça change. Parce que on part toujours d'une réglementation et d'une sanction. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a un avantage. Et là, il y a un avantage évident. Parce qu'une entreprise aujourd'hui qui maltraite les données de ses clients, ou de ses prospects, ou de ses salariés, n'est évidemment pas une entreprise éthique. C'est pas une entreprise qui est dans l'air du temps. Et de toute façon, d'un point de vue strictement business, c'est une entreprise de laquelle vont se détourner les salariés, les prestataires ou les clients. Donc aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel important, en plus d'être une obligation. Et puis il y a un autre aspect, c'est que de toute façon, dans une entreprise, il y a des personnes individuelles qui elles-mêmes se rendent compte de l'importance de protéger leurs propres données. Donc finalement, protéger la donnée des tiers, c'est aussi se demander ce que font les tiers de nos propres données. Un chef d'entreprise, c'est aussi quelqu'un qui est traqué et dont les données sont diffusées n'importe comment. Un salarié, c'est aussi quelqu'un qui peut traiter les données des autres. Donc tout le monde se sent concerné, en plus de l'avantage que ça peut évidemment donner d'un point de vue d'image. Je voulais savoir si vous faites l'hébergement aussi des données. Non, aucun intérêt parce que les entreprises hébergent leurs données. Elles ont tous les moyens d'héberger leurs données en fonction de leur activité. Nous, ce qu'on fait pour les entreprises, c'est d'héberger en mode SaaS l'ensemble des process de leur conformité. Et les process, c'est
de l'information relative à la manière avec laquelle ils font des traitements de données personnelles. Quand vous faites un traitement marketing, vous allez chercher de la donnée quelque part auprès de certaines personnes avec certaines conditions, certains accords ou non-consentement, et puis vous la gardez un certain temps et puis vous la transmettez à d'autres. Tout ça, c'est du process. C'est de l'information sur un process. Mais est-ce que vous avez toujours de la croissance? Parce que j'imagine qu'au moment où on a implémenté RGPD, on a eu en fait une très grosse demande de mise en conformité. Une fois que les sociétés sont déjà en conformité, est-ce que ça continue à développer en fait la demande? On se revoit dans 15 ans et je pense que vous pourrez me poser la question. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, il y a assez peu d'entreprises qui sont engouffrées dans la conformité RGPD. Plutôt les grosses, les entreprises du CAC 40? Non, pas forcément. Pas forcément. Je ne dirais pas ça. Il y a des petites entreprises qui sont très orientées data et dont le business model repose sur la data. Donc elles ont tout de suite vu l'importance de pouvoir mettre en avant cette éthique de la data. Et puis vous avez des sociétés de taille moyenne ou des grands groupes. Je ne dirais pas ça comme ça. Les ETI qui font du B2C sont obligés d'avoir cette éthique et cette manière de gérer la gouvernance de la data. Aujourd'hui, il y a finalement assez peu d'entreprises qui peuvent affirmer être totalement en conformité avec le RGPD. C'est pour ça que le marché reste considérable et qu'aujourd'hui, on a 500 clients. On en aura probablement 5000 un jour. La question, c'est quand, et évidemment le plus vite possible. Mais le marché est tellement énorme qu'il y a encore du travail. Alors, un marché énorme, très concurrentiel, avec quelques acteurs, une petite dizaine en France, et un gros acteur américain qui a été précurseur, qui s'est lancé avant 2018 d'ailleurs, qui s'appelle OneTrust. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autres acteurs français et par rapport à cet acteur américain qui a déjà des contrats avec pas mal d'entreprises du CAC 40? Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 acteurs concurrents de Data Legal Drive en France. Nous, aujourd'hui, on considère qu'on est le numéro 1 français des plateformes de conformité RGPD, selon différents critères. Et puis, il y a ce concurrent américain, OneTrust, effectivement, qui a levé plusieurs centaines de millions de dollars, qui s'est positionné un peu avant nous sur le marché, au départ ciblé sur le consentement des cookies et le consentement tout court aux newsletters. Donc, c'était une partie de notre activité d'aujourd'hui. Et puis, de là, il a élargi vers beaucoup de choses. Il y a une différence énorme. D'abord, il est américain, ce qui est quand même pas neutre quand on parle de données personnelles, de souveraineté, de nos données, des liens qu'on a avec les États-Unis et la capacité que les États-Unis ont à récupérer des données sur l'ensemble de la planète, y compris des données sensibles et donc personnelles. Donc il y a quand même un choix évident pour une entreprise qui décide de signer avec un Américain pour des questions de privacy, c'est pas neutre. Et puis il y a une autre chose, c'est que OneTrust est un énorme logiciel qui gère de manière extrêmement complexe tout un tas de choses, dont ça. C'est pas la même philosophie du tout de développement et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est capable de rentrer sur ce marché et de concurrencer OneTrust et de même de faire des win-back. Je voulais vous demander si la data était primordiale pour les startups du village, mais on n'a pas le temps, malheureusement. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Vous reviendrez. La réponse est oui. La réponse est oui, évidemment. SmartUp, c'est déjà terminé. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez tout de suite Aurélie Planex qui recevait le patron de WeCare. Et nous, on se retrouve demain matin. Très bonne journée. Et dans Bismart, l'émission, je recevais Guillaume Richard, c'est le président fondateur du groupe WeCare, groupe de services à la personne, c'est environ 20 000 salariés, groupe évidemment très exposé pendant la crise. Écoutez le témoignage de Guillaume Richard sur la façon dont il a pu, ou pas d'ailleurs, maintenir son activité pendant le confinement. Alors, durant le confinement, on a deux grands types d'activités. On a des activités sur lesquelles on a dû continuer à intervenir, ce sont les activités d'accompagnement des personnes âgées ou handicapées, et là, de toute façon, on ne pouvait pas les laisser seuls. Donc on a dû continuer à intervenir. Heureusement, on avait 120 masques qu'on avait commandés d'avance, ce qui fait qu'on a pu continuer à assurer dans des conditions de sécurité correctes nos prestations. Quand on était face à des clients qui étaient identifiés Covid, là on a arrêté d'intervenir parce qu'on n'avait pas les masques FFP2 qui étaient nécessaires et l'ensemble des protections qui étaient nécessaires. Donc parfois on a été confronté à des situations complexe, humainement compliqué, parce qu'il fallait arbitrer entre non-assistance à personne en danger, qui était la personne âgée qui était porteuse Covid,
et mise en danger de la vie d'autrui qu'aurait été d'envoyer nos salariés sans le bon équipement. Et donc on demandait aux ARS, Agences régionales de santé, les équipements nécessaires, on ne les avait pas. On s'était fait réquisitionner en plus une partie de nos équipements. Par le gouvernement, vous aviez... Oui, tout était fléché vers les hôpitaux. Et nous qui étions en première ligne, parce qu'on empêchait, enfin, on faisait en sorte que les personnes n'aillent pas dans les hôpitaux et restent à domicile. Oui, et malgré tout, on n'avait pas forcément tous les équipements. Donc on a eu quelques cas compliqués humainement à gérer, notamment dans l'est de la France, du côté de Mulhouse, où ça a été un peu chaud. Et il a fallu être là pour les équipes aussi, pour les soutenir psychologiquement, parce que quand vous devez dire à des personnes âgées qui sont touchées par le Covid, je suis désolé, l'hôpital vous refuse. Mais moi, je ne peux pas non plus intervenir. Moi, je ne peux pas non plus intervenir. Et je vais contacter l'ARS et le département parce que c'est les seules choses que je puisse faire. Et je sais qu'ils n'interviendront pas non plus parce qu'ils n'ont pas non plus les équipements. Mais je n'ai pas d'autre choix parce que je ne peux pas mettre en danger mes équipes. Et donc, on est intervenu tout ce qu'on a pu faire pour... continuer les interventions, on a maintenu nos interventions en ayant les éléments de protection. Et dans des cas comme ça, vous avez dû mettre en place un soutien psychologique pour vos équipes. Bien sûr. C'est pas évident. Bien sûr. Pour l'ensemble des équipes et surtout pour les managers, parce qu'en fait, les intervenants, eux, on ne les envoyait que si on avait les équipements de protection. Donc on n'a pas mis en danger nos équipes. C'était les managers en première ligne. En fait, c'était les managers. Ils étaient en première ligne parce que c'était eux qui étaient en contact avec les clients et qui devaient expliquer qu'on ne pourrait pas intervenir parce qu'on n'avait pas les équipements pour intervenir. Et donc c'est là où c'est un peu compliqué. C'est comme quand vous voyez une maison qui brûle, vous savez qu'il y a des gens dedans et vous ne pouvez pas intervenir parce que vous n'êtes pas pompier, vous n'avez pas les équipements. Et psychologiquement, c'est très difficile parce que humainement, vous avez envie d'y aller. Et sauf que moi, je ne peux pas les envoyer. Et il fallait que je leur explique aussi, vous ne pouvez pas y aller. Et ce n'est pas votre responsabilité que d'y aller. Ils l'ont entendu, ça, vos salariés ? Oui, mais bien sûr, ils l'ont entendu, parce que c'est totalement rationnel. C'est tout à fait logique. Vous ne devez pas vous mettre en danger. Vous ne pouvez pas vous mettre en danger. Vous n'êtes pas autorisé à vous mettre en danger, parce que vous avez aussi une famille. Et donc, vous ne pouvez pas y aller. C'est, en l'occurrence, quand la maison brûle, c'est le job des pompiers d'y aller. Vous n'avez pas tous les équipements, vous n'avez pas tous les éléments, vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas entraîné. Vous ne pouvez pas y aller. Vous ne devez pas y aller. Surtout quand vous êtes en plus père ou mère de famille. Donc oui, ils l'entendent, ils le comprennent, mais exactement comme si vous voyez une maison qui brûle avec des gens dedans et que vous ne pouvez pas intervenir, malgré tout ça vous prend aux tripes et c'est humainement compliqué. Donc voilà, donc il a fallu expliquer, il a fallu prendre les décisions, les gérer, et c'est ce qu'on a fait. Et donc ça c'est la partie où on accompagne les personnes âgées ou handicapées. Et donc là on est au contact des personnes et il faut qu'on ait les éléments de protection. Et puis on a une autre partie de notre activité qui concerne l'entretien du linge et de la maison, le jardinage, le bricolage, etc. Toutes ces activités qu'on pouvait continuer à pratiquer en respectant les gestes barrières, en ayant les équipements de protection adéquats. Bien évidemment, quand vous intervenez dans un jardin, vous n'êtes pas en proximité immédiate avec les gens, donc il n'y a a priori, non, aucun risque. Même quand vous êtes en train de faire le ménage, à condition de respecter les distances de sécurité, de bien aérer les pièces, vous pouvez intervenir. Mais là, on s'est heurté à la fois à des clients et des collaborateurs qui parfois avaient des réticences. Moins à l'aise, ouais. Et donc, on a tout le temps écouté nos clients et nos collaborateurs, ce qui fait qu'il y a plein de prestations qui ont été annulées. Et autant sur l'accompagnement de la personne âgée, on a maintenu 85% de nos prestations. Autant sur le ménage, on était à entre 15 et 20% de prestations seulement qu'on a pu continuer à accomplir. Et le jardinage, on était à 85% aussi qu'on a continué à faire. Alors du coup, c'était quoi ? C'était chômage partiel ? Parce que chômage partiel. Le ménage, on ne le fait pas en télétravail ? Non, le ménage, on ne le fait pas en télétravail. Donc ça a été chômage partiel pour une partie des équipes. Et comme je me suis dit... les équipes sont chez elles sont au chômage, on ne va pas avoir des gens qui sont chez eux à rien faire, donc on va en profiter pour se former. Parce que dès le 17, on a fait, dès le 17 mars, donc le 16, le président décrète le confinement, le 17, comité de crise, et là, je dis aux équipes, il faut impérativement qu'on ressorte de la crise plus fort qu'on est rentré dans la crise. Mais c'était juste pour se donner un peu de courage ou vous y croyez vraiment ? Sûr. Non, au départ, bien sûr. Mais c'est la foi aussi du chef d'entreprise qui doit la donner à ses équipes. Parce que si vous ne donnez pas à vos équipes cet talent, cette envie, c'est compliqué. Donc moi, je leur ai dit, voilà. Il paraît qu'en Chine, crise et opportunité s'écrivent de la même façon. Donc on va faire de cette crise une opportunité. Il faut qu'on sorte de la crise plus fort qu'on est rentré dans la crise.